Donc bonjour à tous, je suis Mathias Gattier, je suis développeur full stack et aujourd'hui je vais vous présenter un talk qui s'intitule Tokipona, langue et langage de programmation. Donc commençons par l'introduction. Nasin Pona Lipona Nanpawan. Cette phrase est en langage Tokipona. Vous avez sans doute reconnu la citation de Léonard de Vinci, la simplicité et la sophistication ultime. Mais qu'est-ce que le Tokipona, me diriez-vous? Donc le Tokipona, c'est un langage construit, une conlangue, qui a été créée de toutes pièces par la linguiste Sonia Lang, et c'est un langage minimaliste, c'est-à-dire qu'il comporte environ 120 mots. Pour comparaison, un dictionnaire, c'est environ 100 000 mots. Donc c'est un langage qui a pour but de simplifier les idées en leurs éléments de base. Donc par exemple, avoir faim, c'est vouloir manger. Enseigner, c'est donner du savoir. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de langage et on va l'explorer sous différents aspects. Petit sondage pour mieux vous connaître. Quelle langue, langage pratiquez-vous? Rapidement, scannez le QR code. Vous allez me dire quelle langue vous pratiquez, mais aussi si vous pratiquez des conlangues. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui parlent le klingon ou l'elfe dans la salle? Et puis vous mettez aussi vos langages de programmation. Comme ça va être sympa. Je vous donne encore quelques secondes. Et après, on va passer à la suite. Donc voilà. Est-ce que tout le monde a répondu? Vous pouvez mettre peut-être pas la liste exhaustive de vos langages, hein, parce que sinon, ça peut durer un certain temps. Mais les principaux. Et on va passer à la première partie, qui est la logique. Donc je vais vous parler du problème du syllogisme. Donc le syllogisme, qu'est-ce que c'est? Un syllogisme, c'est un raisonnement logique qui met en relation au moins trois propositions. Donc deux ou plus qui sont appelées les prémices, et une qui est appelée conclusion. Donc on va voir un exemple. Exemple, tous les hommes sont mortels. Or Socrate est un homme. Conclusion, donc Socrate est mortel. Jusque-là, tout va bien. Mais le problème, c'est qu'il est facile d'abuser du syllogisme et de faire des syllogismes mal formés. Donc, petit exemple, tout ce qui est rare est cher. Or, un cheval bon marché est une chose rare. Conclusion, un cheval bon marché est une chose chère. Donc, on voit qu'on arrive à un petit problème. On a un problème de logique. Donc, si seulement il existait quelque chose qui vérifie nos erreurs à l'avance, qui nous disait ce qui ne va pas, au fur et à mesure qu'on s'exprimerait, on n'appellerait pas ça un compilateur, mais on appellerait ça la grammaire. Donc si on formerait une phrase mal construite, eh bien ça nous choquerait. Il y aurait une erreur de grammaire et on aurait un problème à l'oreille. Et figurez-vous qu'il existe une famille de conlangues qui s'appelle les langages logiques et qui ont justement ce but. Et donc une phrase logique, dans un langage logique, une phrase bien formée, elle évite les erreurs et les ambiguïtés. Donc si vous êtes sûr de respecter la grammaire, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Donc c'est formidable. On va tous se mettre au langage logique, plus de syllogismes fallacieux, plus de problèmes de compréhension, on va tous se comprendre. Peut-être ça va résoudre le problème des guerres dans le monde, mais c'est pas si simple. Parce qu'il y a un coût cognitif à l'usage de la logique. Et pour vous en convaincre, je vais vous parler de la tâche de sélection de Wasson. Donc qu'est-ce que c'est la tâche de sélection de Wasson? C'est un petit exercice. Donc il y a 4 cartes sur une table, et chaque carte, elle a un côté pile et un côté face. Donc d'un côté, il y a des lettres, de l'autre, il y a des chiffres. Et vous allez devoir retourner les cartes pour déterminer la véracité de la règle suivante. Et il ne faut pas en retourner de manière inutile ou en oublier. Et la règle, c'est si une carte a un dé sur une face, alors elle porte un 5 sur l'autre face. Donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à cette petite tâche dans votre tête.
Voilà. Il faut bien s'assurer que la règle est bien respectée. Et voilà, je pense que tout le monde a une petite idée. Et avant de vous révéler la solution, sachez qu'il y a 80% de gens qui se trompent dans la population. Donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas parce que je vous fatigue ou que c'est le dernier talk, mais c'est normal. Et donc les bonnes réponses, c'est le 7 et le D. Donc les erreurs les plus courantes, c'est de retourner la carte 5, alors qu'il n'y a pas besoin, et d'oublier la carte 7. Donc ça révèle deux biais cognitifs. Il y a un biais d'appareillement, c'est-à-dire on se focalise sur un item qui est cité dans l'énoncé. Il y a un biais de vérification, c'est-à-dire qu'on va chercher davantage à vérifier la règle qu'à la réfuter. Donc, en tant qu'humain, on n'est pas très bien outillé pour répondre à ces problèmes. Mais rassurez-vous, il existe la version concrète de la tâche de Oison, et tout le monde s'en sort beaucoup mieux. Donc on est dans un bar, soit on connaît ce que la personne boit, soit on connaît son âge, et il faut aller contrôler, mais il ne faut pas contrôler plus que nécessaire ou moins que nécessaire. Et là, on voit très naturellement qu'on va aller demander à la personne qui boit son whisky quel âge il a, et qu'on va demander à la personne de 15 ans qu'est-ce qu'il boit. Donc c'est très naturel. Quelle est l'explication à l'amélioration de nos compétences? Une des explications, c'est qu'on raconte des histoires. Et donc le contenu narratif des situations concrètes, il va orienter notre processus d'inférence vers les bonnes solutions. Donc comme ça, on allège notre charge cognitive. Et ça nous intéresse en tant que développeur. Donc on va se poser la question, c'est qu'est-ce qui fait un bon développeur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est hyper bon en logique? Souvent on oppose les scientifiques et les littéraires. Moi je pense qu'il faut dépasser ce clivage. Et pour voir plus clairement, pour répondre à la question quelles sont les capacités prédictives d'un bon développeur, je vais vous montrer une petite étude. Donc on a fait passer divers tests à des développeurs. Donc le test de cognition générale, c'est un test de type QI. On a numérétie, c'est les capacités et les savoirs qui font qu'on peut appliquer des mathématiques. Les language aptitudes, c'est les aptitudes au langage. Et puis neuropsychométrique, c'est des tests de type électroencéphalogramme. Et là, on voit donc leur pouvoir prédictif sur la programmation. Et notamment, ce qui va nous intéresser, c'est la dernière colonne, donc la prédictivité moyenne. Et on voit que tout ce qui est numérétie, c'est vraiment très, très fin. Et par contre, la partie langage est quand même beaucoup plus importante. Donc on va regarder qu'est-ce qui se trame derrière le langage. Donc on va se poser la question de la nature profonde du langage, et pour ça, on va examiner quelques théories. Donc première théorie, c'est la grammaire universelle. Qu'est-ce que c'est la grammaire universelle? C'est que l'être humain naît avec une capacité innée au langage. Il naît avec cette capacité à pratiquer et à acquérir les langues. Et donc toutes les langues naturelles possèdent une métastructure commune. Et les langages naturels sont une déclinaison de cette métastructure. C'est-à-dire que, moi je trouve ça assez ouf, c'est tu vas dans n'importe quel pays, les langages ne sont pas reliés pour des raisons historiques, et pourtant, ils partagent cette structure. Et donc ça, c'est dans notre nature humaine, c'est notre commune humanité. Tous les langages donc, partagent cette métastructure, et quand vous prenez un jeune enfant dans n'importe quel pays ou coin du globe, vous le mettez dans un autre pays, au bon âge, il va pouvoir acquérir la langue de ce pays-là. Et rapidement, il va commencer à générer
une infinité de phrases correctes. Il peut y avoir des petites erreurs, hein, ça fait partie de l'apprentissage, mais avec des règles grammaticales que même un adulte ne peut pas expliciter. Et en fait, ça, c'est notre cerveau, c'est une sorte de réseau de neurones pré-entraînés, et il y a juste une spécialisation qui se fait par exposition à quelques exemples, et qui sont pas très nombreux au final. Donc, cette grammaire universelle et cette linguistique générative, c'est une fondation qui nous structure puissamment. Donc le langage, c'est pas seulement un outil de communication. Ça, c'est souvent une idée reçue. Le langage, c'est pour la communication. Le langage, c'est la projection de la réflexion humaine qui est multidimensionnelle sur l'axe de la parole. Et donc, selon cette théorie, le langage, c'est un sous-produit de la pensée. C'est-à-dire qu'à un certain niveau cognitif critique, le langage est apparu comme un by-product. Donc quand on agit sur le langage, on agit sur la pensée et vice-versa. Le langage il est optimisé pour le flow de production d'idées. Et en gros, quand vous commencez une phrase, vous ne savez pas forcément comment elle va finir. Donc ça permet une certaine souplesse. Et un corollaire de ça, c'est que vous allez mettre de la charge cognitive sur le récepteur. Donc moi, j'allège mon travail, ça me permet de faire un flow plus optimisé, mais vous allez avoir un travail de désambiguïsation à faire. Et ça, c'est by design. Donc on va aller regarder un peu le résultat du sondage. Hop, si ça marche. Waouh, il y a beaucoup de choses là. Donc, bonne nouvelle, vous êtes tous outillés avec la grammaire universelle, quel que soit le nombre de langages naturels que vous parlez. Et vous devez manier dans votre travail quotidien, peut-être si vous êtes développeur, des langues non naturelles. Et donc ces langages non naturels font peser une grande charge cognitive sur le développeur. Hop, je vais retourner. Ah. Zut. Catastrophe. Ça va aller. Ouais, mon curseur. Ça revient au début. Hop. Ok. Donc, j'aimerais bien retrouver mes notes parce que sinon ça va être un peu sportif. Bon, c'est pas grave, on va faire la fin sans notes. Alors, et pour la programmation. Donc, pour la programmation, il y a un émetteur, c'est vous, et il y a plusieurs récepteurs. Et un des récepteurs, c'est le compilateur. Et donc ce compilateur, lui, il souffre d'absolument aucune ambiguïté. Et donc il risque de vous brider dans votre flot de production. Il y a aussi d'autres récepteurs qui sont les autres développeurs qui peuvent être vous dans le futur. Et donc, pour résoudre cette tension émetteur-récepteur, pour libérer votre flot de production, eh bien on va utiliser certains outils dans notre sacoche de développeur. Et je vais vous en présenter quelques-uns. Donc un de ces outils, c'est de rendre le code concret. Donc il s'agit de raconter des histoires. On a vu que pour la tâche de Oison, on était beaucoup plus optimisé pour tout ce qui était concret. Et donc on va faire des petits ateliers. Donc il peut y avoir des ateliers avec des post-it, il peut y avoir des ateliers avec des petits dessins, des exemples, des choses comme ça. Et le but de tout ça, c'est de créer un langage commun au métier et aux développeurs afin de pouvoir vraiment coder des choses concrètes.
Il y a aussi une dernière méthode qui est un entretien avec les experts métiers, donc un entretien classique. Donc c'est la méthode classique du Blue Book. Ensuite, quand on a bien identifié le domaine métier, on va vouloir l'intégrer au code. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un lien avec le BDD, on va rassembler les testeurs, on va rassembler les développeurs et on va rassembler les product owners. Et on va décider de petits scénarios. Et c'est pareil, ces scénarios, ça va nous permettre d'alléger un peu tout ça. Et c'est à chaque niveau du code, à chaque niveau d'abstraction qu'il faut faire cet effort. Et donc par exemple, avec, là c'est des tests SpecFlow, c'est comme les Gherkin, on va pouvoir écrire en langage naturel les cas métiers, et on va les implémenter. Et donc ça c'est lisible par tout le monde, c'est pareil, ça fait partie de toutes ces choses qui vont nous permettre de nous alléger et d'optimiser notre flow. On va utiliser des syntaxes comme la syntaxe Fluent, on va utiliser des assertions Fluent, on va utiliser des design patterns peut-être qui vont nous permettre d'incorporer du métier dans notre code. Et donc là, par exemple, ça se lit de manière très, très fluide. Et on ne va pas mélanger tous les paramètres. Et donc ça, c'est encore un exemple, et il peut y en avoir pas mal, où on va rendre notre code concret. Et enfin, je voulais vous parler de refactoring. Quand on discute avec les experts métiers, c'est un processus itératif. Et le but, parfois, quand on a du code, c'est d'extraire du code. Mais parfois, ce qu'on a extrait, ça ne correspond plus à un certain moment à l'état de notre connaissance métier. Et donc, on va pouvoir réintégrer, changer un peu l'ordre et peut-être réextraire. Et donc ça, ce processus de factorisation, c'est un processus conceptuel. Et donc c'est un processus de pensée qui est fondamentalement du langage. Donc, conclusion, on a tous le langage naturel pour nous accompagner. Ça serait bête de ne pas s'en servir. On va remettre du métier dans notre code à tous les niveaux. Et on va utiliser surtout le compilateur comme grammairien. Pour finir, une petite citation. Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Ça, c'est un philosophe qui voulait déterminer qu'est-ce qui était de l'ordre de la philosophie et qu'est-ce qui était de l'ordre peut-être plus de la spéculation. Et donc, pour lui, l'important c'était de pouvoir parler des choses, d'avoir les mots. Et donc, cette citation, sur ce dont on ne peut parler, il ne faut pas le coder. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur. C'est moi. Et donc, en fait, c'est pour vous inviter vraiment à discuter de ce dont vous allez coder. Enfin, ce que vous allez coder. Merci pour votre attention. Merci aux organisateurs. Merci à ma coach Mélanie Jarard. Et merci à Esker qui nous accueille. S'il y a quelques minutes, je peux prendre des questions. Et là, j'ai des petites suggestions de lecture. J'ai les bouquins physiques aussi, si ça vous intéresse, pour les fêter. Peut-être une question? Je te propose qu'on prenne les questions pendant l'apéro d'après. Ok. Ça... Merci à tous. Merci.